Mais je pense qu'on arrivera vers une économie de compétences plutôt que de validation. Donc avec un certificat et tout ça. Ou alors, les certificats seront émis directement par les organismes. Si moi, par exemple, je suis un organisme de formation, ce qui est le cas, je forme les gens sur le Web3, s'ils ont été capables, à la fin de leur formation, avec les autres domaines de compétences à côté, de les... Oui, de répondre à des questionnaires, de répondre aux tests que tu leur donnes. Eh bien, non, même pas. Ils ont un challenge, en fait, de 3 jours sur lequel ils doivent générer de l'argent. Ah, c'est énorme, ça. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Anthony Gonnet-Vandeporte, alias Major. Un plaisir de te rencontrer. Comment ça va, Major ? Eh bien, écoute, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi. Tu as un parcours ultra étonnant, extrêmement divers et extrêmement approfondi, notamment sur les nouvelles technologies. Tu es allé du génie électrique jusqu'au hardware, en passant par le software, le développement. Et aujourd'hui, une de tes grandes causes, c'est le Web3. Moi, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quelle passion pour les nouvelles technologies à une époque où c'était, par rapport à aujourd'hui, un peu moins à la mode, on va dire. Tout ça t'est venu, toi ? En fait, le truc, quand j'étais petit, je me disais quelles sont les choses qui vont évoluer dans le futur, qui vont nous permettre d'améliorer soit des compétences, soit de créer des nouvelles sources de revenus. Et ça a commencé, j'avais 6 ans, je passais du temps à démonter des choses et à en faire des mini-robots. Et puis après, je suis passé au stade au-dessus avec un ordinateur, tu vois. Donc mes parents, ils m'ont fait faire des tests et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Et derrière ça, ça a donné lieu à des cours qui étaient assez compliqués parce que l'école, je ne m'y plaisais pas. Et j'ai continué tout mon cursus comme ça. Et après, arrivé fin de 3e, là, c'était vraiment la débandade. Et je me suis dit, non, je vais arrêter l'école. Et je me suis motivé à me dire, très bien, il faut que je cherche un point sur lequel me raccrocher, qui va me donner de la motivation pour aller travailler dans un domaine qui va me passionner. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur emploi parce qu'ils n'en peuvent plus du salariat. Ouais, la grande démission. La grande démission, exactement. Et moi, ce qui m'a raccroché, en fait, c'est les nouvelles technologies, les ordinateurs, Internet et tout ça. Et je trouvais fascinant d'avoir de la possibilité de te connecter au monde entier en une fraction de seconde. Et je me suis dit, bon, on va faire ce pari-là. On va partir sur la base de la base. On va découvrir, parce que j'avais déjà une appétence pour ça, l'électricité et l'électronique. Donc, j'ai commencé en tant qu'électricien à faire des pieuvres dans des maisons où tu branches des prises électriques et tout ça. Après, il y a eu l'électricité industrielle. Et petit à petit, ça a continué de s'accumuler comme ça, jusqu'à de la vente et de la commercialisation grand public et pour des entreprises, avec Vinci, Michelin, Eiffage et des grosses structures. Et après, gestion de projet. Et tout ça, en fait, gestion de projet plus innovation et tout. Et tout ça englobait une seule prédominance, c'était la technologie, sous toutes ses formes. Donc, tu pars du domaine technique, commercialisation, gestion de projet et innovation. Ce qui fait qu'en fait, tout au long, le fil conducteur, ça a été la technologie. Et quand j'avais ça, je me suis dit, c'est là-dedans que je veux aller. Et j'ai commencé fin de 3e, fin du BEP, tout en alternance. Tout le cursus, je l'ai fait en alternance. À me dire, waouh, avec ce qu'on a là, dans les années à venir, ça va être fou ce qu'on va être capable de faire. Et les idées que j'avais déjà quand j'étais en fin de 3e, je commence à en voir des choses ici se réaliser maintenant. Putain, c'est dingue. Mais comment tu as réussi, du coup, à te poser ce sujet-là et à voir ces évolutions, en fait ? Comment quelqu'un qui, lui, pour le coup, trouve que la technologie, ça rend flou la vision, en fait, que tu peux avoir du futur, enfin, comment toi, tu arrives à te projeter et à faire de la prospective sur ce que ça peut donner, en fait ? En fait, peut-être des exemples concrets sur le Web3 qu'il y a aujourd'hui. Ouais, je peux te donner même 2 exemples. Le premier, c'est comment c'est venu. Et le deuxième, c'est pourquoi je me suis orienté sur le côté Web3. Comment c'est venu ? J'avais une prof qui m'a suivi sur tout mon parcours scolaire. 3e, donc j'ai fait le BEP et le bac. Et quand j'ai commencé le BTS, c'était technico-commercial, je crois. Ouais, le nom à l'époque, c'était ça. C'est BTS technico-commercial. Je me lance là-dedans. Et il y a une prof, elle me prend sous son aile parce qu'elle sent que l'école, c'est pas mon truc. Et je suis un peu illuminé, tu vois. Et elle me dit... faites une liste de tout ce que vous aimez et sur cette liste, vous en faites une deuxième et vous mettez tout ce que vous ne vous voyez pas faire dans la vie.
Donc je m'exécute, je fais mes 2 listes. Et elle me dit ensuite, vous rayez 5 choses dessus à gauche et 5 choses dessus à droite. Et elle me dit, en haut à gauche, c'est ce que vous ferez dans votre vie et vous allez travailler pour pouvoir arriver à faire ça. Et en bas à droite, c'est toutes les choses qui, tout au long de votre vie, vont vous suivre et que vous allez chercher à esquiver. Et en fait, à chaque fois, ça s'est retrouvé. Tu vois, c'était les nouvelles... De ce que je me rappelle, il y avait les nouvelles technologies, l'obsolescence organique. Après, il y avait d'autres petites choses, mais voilà. Et après, l'autre côté, c'était l'ambition, la famille, les amis et d'autres choses. Donc, ça veut dire que c'était, entre guillemets, une partie sacrifice. Ok, je comprends très bien. Mais du coup, comment on réussit à régir en fait ces projets-là à la fois? Parce que on comprend bien qu'en fait, tout ça est connecté. Et ça, c'est très clair dans ton parcours, mais c'est même très clair en vrai quand tu vois les utilités de la blockchain sur le monde réel ou les utilités de l'électronique sur le concret. On voit actuellement avec la crise même qu'il y a de l'électricité. Comment en fait on arrive en fait à lier ce côté innovation, ce côté presque intellectuel, ce challenge intellectuel avec des applications concrètes? Parce que c'est aussi ce passage-là on va dire, d'apprenant, de technicien à entrepreneur. Ouais. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est peut-être plein de gens aussi qui nous regardent, qui se disent, moi aujourd'hui je suis très fort en technologie ou je suis très fort dans un domaine de la technologie. Comment je vais entreprendre après derrière? Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a un truc, c'est que tout le monde en a marre d'être exploité dans un travail. La plupart. Il y a des personnes qui resteront des bons salariés, des bons patrons et tout ça, mais la plupart des personnes n'aiment pas savoir qu'elles devront travailler toute leur vie pour un patron ou autre chose. Et l'avantage du Web3, c'est qu'on redonne la possibilité à des gens qui, pendant des années, ont eu une culture où c'était le salariat, de se dire, les gars, il existe une alternative. Alors, je prends l'exemple des streamers, qui est un exemple concret. Aujourd'hui, ils travaillent tous sur Twitch. Quand Twitch détecte que du contenu n'est pas valable, le compte peut être suspendu. Ce qui signifie que derrière le créateur de contenu, terminé, plus de revenus, et puis ça commence à être un peu la galère. Oui, donc même en tant qu'entrepreneur, il est tributaire en fait d'une centralisation. Exactement. Et l'avantage d'avoir du Web3, c'est que là, on a des plateformes qui sont d'une certaine façon décentralisées. Et sur cette décentralisation, c'est la communauté qui va être au cœur des décisions via un pouvoir de gouvernance. Et derrière, les gens et les utilisateurs de la plateforme vont pouvoir voter pour définir si tel et tel contenu était abusif, tel et tel contenu montrait des éléments qui ne devaient pas être montrés. Et du coup, on va avoir des nouveaux paradigmes qui vont se créer, qui vont venir de cette nouvelle façon de penser. Et dans les années à venir, parce que, à mon sens, et je sais que on le retrouve sur beaucoup d'interviews, quand on considère Internet, l'iPhone, ça a à peu près 10-15 ans, peut-être un petit peu plus, pour donner une idée. Et on voit l'évolution qu'ont suivi les téléphones en 10-15 ans. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui arrive d'une manière fracassante sur le marché parce qu'on avait un cycle d'innovation avant où tu avais des systèmes qui mettaient 6 mois, par exemple, avant de recevoir une mise à jour. Maintenant, en blockchain, crypto, IA, les drones et j'en passe, on a des mises à jour quasiment toutes les semaines, pour pas dire tous les jours non plus. Mais ça devient difficile de suivre parce qu'il y a en plus de ça un surplus d'informations et on va arriver à un moment où les gens vont devoir soit garder la motivation de tout le temps se mettre à la page sur ce qui arrive. C'est ce qu'ont fait la plupart des créateurs de contenu en se lançant sur TikTok. Parce que maintenant, ils font les... Ou en postant des reels alors qu'ils postaient des photos. Exactement. Ou ils vont aller chercher des nouvelles sources de revenus sur d'autres plateformes. Ou alors, ils vont tout simplement abandonner et ils vont rentrer dans une nouvelle typologie de personnes qui est ceux qui vont subir plutôt la technologie. Et c'est le cas, par exemple, de certaines familles où tu es contraint de te dire « Bon, mes parents ne veulent pas s'intéresser à la technologie. C'est un choix. » Et ils vont tout le temps être en train de te solliciter pour essayer de faire ci sur leur email, pour essayer de faire ça pour remplir des papiers en ligne, parce que maintenant, ils n'envoient plus de courrier. Et ça va générer tout un tas de choses. Et du coup, avec la crypto-monnaie et la blockchain et toutes les technologies qui sont en train de se développer, eh bien, les gens qui ne se sont jamais agrippés à suivre un petit peu l'évolution vont se retrouver largués, sauf si on arrive à une sorte de symbiose entre les deux, où la frontière entre le technique et l'expérience utilisateur est réduite presque à une connexion entre les deux. Ce qui a fait d'ailleurs tout le succès d'un peu d'Apple sur la facilité d'utilisation. Mais du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que inévitablement, on va arriver technologiquement à des avancées dingues et on est déjà dessus, et que tous ceux qui sont pas dedans, en fait, seront laissés sur le bord de la route. En fait. C'est ça. Par exemple, on peut imaginer que là, ton métier d'intervieweur, on sait que c'est plus qu'intervieweur. Bien sûr. On sait compris. Partons sur ce principe. Mais on sait que ce métier-là, il pourrait être remplacé par une IA. On est capable aujourd'hui d'avoir des conversations avec des IA.
C'était le cas d'une personne qui s'appelait Boris chez Google. On en a tous entendu parler récemment. Et c'est biaisant parce que on imagine qu'il y a ça sur le côté IA, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même Elon Musk qui va prochainement sortir ses Tesla Bots. Ces Tesla Bots, on va partir un petit peu loin pour juste illustrer. Ouais, vas-y. Mais ces Tesla Bots, dans le plan de Musk, il est loin d'être fou, et on le sait tous, c'est que ils vont être capables d'aller faire des tâches de la vie courante, d'observer ce que son être humain fait. Ils vont être capables de comprendre pourquoi il fait ce mouvement, pourquoi il range les courses comme ça, à quelle heure il va faire ci, à quelle heure il va faire ça. Et toutes ces informations, on peut très bien imaginer aussi qu'elles vont passer dans une blockchain privée entre les robots, vu que après, c'est des technologies qui permettent justement d'envoyer de l'information entre eux de manière sécurisée. Et ces informations vont permettre à un pool de robots de comprendre, d'améliorer et de perfectionner chacun des mouvements qu'ils vont réaliser pour que, à terme, les robots puissent remplacer des tâches qui sont réalisées par des êtres humains. Et non seulement c'est dingue, mais en plus de ça, sur le côté marketing, c'est encore plus délirant parce que un robot qui serait capable de comprendre ce que tu utilises tous les jours dans ta vie de tous les jours, de savoir que tu achètes telle lessive, et ben le robot, il sera capable ensuite de faire des améliorations. C'est-à-dire que s'il détecte que ta lessive, elle est en promotion, il peut tout à fait aller... Là, ça paraît fou. Non, mais je suis d'accord. Ou de se dire, si jamais ces robots-là sont programmés pour qu'on n'ait pas une existence plus écologique ou plus sobre, d'essayer d'optimiser ton propre quotidien pour, avec le moindre coût de divertissement ou de kiff possible, tu te retrouves à avoir un... Ok, c'est assez dingue ce genre de truc. C'est une vision qui est... Et j'en suis conscient en l'expliquant, mais la plupart des gens me le disent, de toute façon. Elle est folle, mais... Il y a aussi un autre point qui n'est pas soulevé, c'est qu'aujourd'hui, derrière une Tesla, on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un qui n'est pas présent derrière le volant. Mais ce quelqu'un peut être remplacé par quelque chose. L'intérêt d'avoir des robots, ça peut être aussi dans un deuxième temps, et ça il l'a toujours évoqué, d'avoir des machines qui finalement sont derrière les volants et... Des chauffeurs robots. Voilà, et pilotent les véhicules. Et pendant que toi... Normalement, tu as fait l'achat d'un véhicule et qui te sert simplement à usage personnel, eh bien, comme tu l'as tout à fait mentionné tout à l'heure, on peut imaginer une vision où le robot et la Tesla détectent que tu ne l'utilises pas de 9h à 17h parce que tu es au travail, eh bien, ton véhicule peut être mis en ligne sur le marché et servir de VTC ou de distribution de personnes à travers les différentes villes où tu vis, tu vois. Mais est-ce que c'est pas flippant ? Non. Non, mais je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est très effrayant comme vision du monde. Alors, c'est vrai qu'une vision du monde où c'est entièrement robotisé, je suis d'accord que ça peut certainement faire réagir. Non, mais même surtout presque le concept même de perte de contrôle par rapport à la technologie. On a déjà un peu perdu le contrôle. Le cas échéant, les applications... Dans quoi Dans quoi on a perdu le contrôle ? Sur l'attention. On a déjà perdu le contrôle sur l'attention. On a perdu l'attention sur les Reels, TikTok et tout ça, même s'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui peuvent aujourd'hui en vivre. À chaque fois qu'il y a une innovation sur un marché, peu importe ce que c'est, il y a toujours une balance. Les pour, les contre. Et dans certains cas, elle est alignée où il y a une distance plus ou moins élevée de l'un des deux côtés. Le cas parfait, c'est TikTok, c'est qu'on a beaucoup de créateurs de contenu qui créent tous les jours quelque chose de fou. Pour autant, on a une grande balance de l'autre côté de personnes qui consomment régulièrement ça et qui, eux, passent des heures et des heures à être scotchés sur le téléphone pour pouvoir consommer. Et du coup, le verdict, est-ce qu'il faut garder ? Du coup, le verdict, c'est... Qui décide même ? J'avais envie de dire qui décide. Il n'y a pas vraiment, à mon sens, et selon moi, il n'y a pas vraiment de personne qui peut décider de ça. C'est la société qui va trouver l'usage dans le temps ou l'amélioration dans le temps de cette exploitation. TikTok, aujourd'hui, ils ont mis des régulations en place, des choses pour que les gens puissent se décrocher. Au bout de 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises, tu as un message, je crois, qui t'indique... Êtes-vous toujours en vie ? Voilà, êtes-vous toujours en vie ? Qui t'indique que tu viens de passer un petit peu trop de temps. C'est un premier appel. Mais quand tu commences à regarder ce premier appel, tout de suite derrière, le premier TikTok que tu regardes, c'est un TikTok qui va éveiller ton attention pour envoyer une deuxième dose de dopamine. Et te relancer dans le truc. C'est juste parce qu'il y a des consciences chez les personnes qui travaillent sur les algorithmes qui doivent se dire, on sait que ça bouffe quand même beaucoup d'attention, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et après, ça ne dépend pas de eux, mais ça dépend d'encore au-dessus, de l'économie de l'attention, qui est, à mon sens, la nouvelle économie actuelle, avec les datas, bien évidemment. Ok, c'est super intéressant. Toi, c'est des recherches que tu mènes beaucoup en profondeur sur ces questions de technologie. Est-ce que tu as la sensation
qu'on pourrait arriver à un stade où quelques personnes... T'as une singularité ? Non, mais quelques personnes décident par la technologie de ce qui va se passer pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà, on va dire, des grandes élites qui donnent le ton en fait, de ce qui se passe un peu. Mais d'un autre côté, il reste quand même des élections démocratiques, il reste des possibilités de se révolter. Enfin, c'est pas aussi clair que ça. Et est-ce que par la technologie, tu penses que ça peut vraiment créer une espèce de logique d'élite qui contrôle les gens par la techno, quoi? Alors, ce que tu mentionnes, c'est super intéressant parce que moi, je suis convaincu de quelque chose et je te soumets juste l'idée, mais on peut très bien imaginer que ce climat de manipulation soit déjà le cas, mais pas par des personnes que l'on connaît, plutôt par des personnes qui peuvent être inexistantes. Et je m'explique. Tu peux imaginer une intelligence artificielle qui, en fait, aurait échappé au contrôle de son créateur. On ne sait pas. Personne peut dire si c'est possible ou non, mais on peut imaginer. Et puis, il y avait une news de Google un peu inquiétante sur le sujet il y a quelques mois. C'est ça. Comme quoi, 2 IA aussi avaient communiqué pendant un certain temps ensemble. On peut très bien imaginer, dans ce monde-là, par exemple, que actuellement, les intelligences artificielles, certaines d'entre elles, communiquent entre elles, mais on ne le sait pas. On est incapable de le savoir. Et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur les réseaux de télévision, certains passages d'images, etc., est issu d'une sorte de bien établi entre elles pour petit à petit conduire à des éléments qui pour elles, sont là où on doit aller, tu vois. Et qu'en fait, on soit guidé simplement par des produits algorithmiques qui ont, dans le temps, évolué. Et que nous, on suit en fait complètement ces chemins. Mais sans en apercevoir. Parce qu'en fait, vu qu'on reste humain, il suffirait que... alors, c'est complètement spéculatif, parce que même en l'expliquant comme ça peut paraître irréalisable, mais il suffirait qu'une intelligence artificielle ait une compréhension profonde du marketing et tu vois, tout un tas de trucs. Les leviers humains, un peu l'algorithme TikTok, quoi, en fait. Exactement. Mais une vraie version plus poussée et plus aboutie qui aurait, en plus de ça, surpassé le créateur et qui serait sous couvert, eh bien, on pourrait imaginer ce genre d'IA qui manipulerait tout ça pour petit à petit nous guider là où elle en a envie sans qu'on s'en aperçoive. Et ça, c'est un truc à considérer. Comme d'autres choses à considérer que Musk avait aussi énoncé, de vivre dans une sorte de monde virtuel. Toi, c'est ce que tu veux devenir, tu parlais d'Elon Musk, mais ce profil, on va dire, d'entrepreneur. C'était sur énormément de projets. On mettra évidemment les liens en description pour que les gens puissent y regarder, mais tous touchent de près ou de loin à la technologie. J'ai l'impression que c'est un peu aussi le chemin que tu veux dessiner. En fait, le chemin que je veux dessiner, c'est... aujourd'hui, la technologie, elle est là pour te rendre service, pour éliminer des choses qui, dans le genre humain, font que des fois, ça ne fonctionne pas. Ça peut être au niveau des cellules, avec des cancers, et on vient le soigner ensuite avec de la technologie sous des formes médicamenteuses et tout ça. Ça peut être sous des formes mécaniques, en développant des outils qui nous permettent de communiquer plus rapidement. Il y a plein de formes. Et je pense qu'en fait, plutôt que d'essayer à chaque fois de se battre contre ça, d'essayer de trouver une symbiose dans laquelle on peut créer une interface où on arrive à lier les deux et dans le temps, avoir un futur un peu plus radieux, entre guillemets, on peut arriver à des choses qui soient extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, avec l'avancée des technologies et là où on est en train d'aller, c'est qu'on a des entreprises, par exemple le PDG de Coinbase, qui a créé une entreprise qui s'appelle New Limit, et Elon Musk, Google X et d'autres structures aussi, qui commencent à travailler sur le décès, donc la mort et l'arrêt complet du cerveau et puis après tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'on va arriver à ce stade où on va augmenter naturellement la durée de vie grâce à ces technologies. Bien évidemment, ça va encore créer une sorte de dystopie où ce sera un type de personnes qui auront certainement accès, tandis que d'autres devront se contenter des 20% restants. Un peu la théorie, surtout la question on va dire du décalage en fait, entre le moment où la technologie est mise en place, qui est du coup accessible aux gens qui ont plus d'argent, jusqu'au moment où elle se démocratise, elle se commoditise. C'est ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que je pense pas avoir la meilleure vision, mais j'ai une vision qui se base sur des analyses de futurologues qui travaillaient chez Google, qui ont travaillé au MIT et tout ça. Et il y avait Elliot Meunier, qu'on connaît, qui nous avait mis à disposition un deuxième cerveau. Et du coup, j'avais fait des recherches et ça commençait à créer tout un tas de fils de pensée intéressants. Et dans la recherche de mes idées et de la vision à long terme que cela pouvait représenter, il y avait plusieurs choses qui ressortaient. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent par exemple le jeu vidéo Deus Ex.
Non, moi, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo, par exemple. Ce futur dystopique a eu lieu et où les gens doivent vivre en faisant des améliorations constantes de leur corps. Par exemple, ils peuvent améliorer leurs mains pour taper plus vite. Ils peuvent... Alors, c'est vraiment un truc où c'est très orienté technologique. Et les mecs, par exemple, ils peuvent améliorer leurs mains ou, par exemple, ils peuvent se connecter à un terminal. Ils peuvent aussi améliorer leur vision, avoir une vision nocturne, avoir une vision thermique. Et on arrive dans une économie où, là, actuellement, ça paraît fou ce que je dis. Mais avec l'avancée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, je suis conscient que ça fait peur. Mais à un certain stade, là, on s'améliore avec nos téléphones. On achète le dernier téléphone à la mode pour prendre des dernières photos ultra pixelisées avec le détail dans des plus petits endroits possibles. Mais à un stade, je pense qu'on arrivera au moment où tout ce que je dis là paraît fou et arrivera pour nous améliorer significativement, tu vois. Sur le Web3, et pour revenir un peu là-dessus, tu es très connu aussi pour ces questions de Web3. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ce milieu-là, entre des gens, on va dire, très amateurs mais curieux et des gens très experts, entre des gens qui ne s'y connaissent pas du tout et qui pensent qu'on s'en fout et des gens qui pensent que c'est l'avenir, entre des politiques qui le contestent et des gens parfois très riches qui investissent dessus. Comment toi tu vois l'avenir de ce truc-là et quel avenir toi tu construis sur le Web3 ? La vision que tu mentionnes là, elle est tout à fait présente. Il y a des débutants qui connaissent absolument rien, qui écoutent leur pote qui a investi sur le Shiba et qui est devenu millionnaire. Donc ça, c'est des... Avant de redevenir en centaines d'euros le lendemain. Voilà. Bah après, on dit souvent qu'on travaille ensuite chez McDo ou qu'on va faire du trading sous les ponts. Ceux qui auront la référence, bisous à vous. Mais donc, il y a toutes ces personnes-là qui démarrent et qui cherchent un petit point d'ancrage. Donc, il y a Asher qui fait des super vidéos là-dessus. Il y a d'autres confrères aussi qui travaillent sur plein de domaines pour amener justement de la formation là-dessus. Il y a aussi le domaine des intermédiaires où là, c'est des personnes qui ont déjà quelques années d'expérience, qui se sont formées, qui ont fait leurs armes parce qu'elles ont pris des boules et des beer market. Donc, c'est quand le marché il est très haut et très bas. Et du coup, tu as le recul. Voilà, donc tu as le recul de toutes ces situations. Et après, tu as les experts et encore les experts plus. Donc là, les experts, c'est en général des spécialistes dans un domaine de prédilection. Donc, sans rentrer dans les détails, mais tu as par exemple les pro-Bitcoin, tu as les pro-Ethereum, voilà. Et après, les pro-Pro+, donc là, c'est des mathématiciens, des ingénieurs ou des thésards qui travaillent sur des domaines encore qui sont un peu assez hermétiques parce qu'il y a un niveau d'incompréhension des trois autres niveaux d'avant qui est très présent. Donc, on peut difficilement savoir ce que ça donne. Mais en fait, l'idée, nous, c'est que on accompagne les gens là-dedans. Les gens peuvent tout trouver sur Internet. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais des fois, il y a des gens qui ont envie de prendre un raccourci. Et à chaque fois, quand ils veulent prendre un raccourci, il y a des formations. Et les formations, peu importe le domaine de la vie, c'est important. Aujourd'hui, quand tu payes une école, si tu payes... Cher. Voilà, une école chère. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit la formation en ligne, c'est cher et ça ne te donne pas lieu à un métier. Non, c'est exactement ça. Tu as complètement raison. C'est cher et ça ne donne pas lieu à un métier. Ça donne lieu à une compétence. Et quand tu vas dans une école te donne accès en général à un réseau et à des fondamentaux, voire des bases. Mais pour autant, si tu payes une année d'école à 10 000 balles, tu vas avoir accès au réseau, oui, certainement. Pour autant, derrière, est-ce qu'à la fin, tu vas être capable de générer tes premiers euros ? Je ne pense pas. Ou alors, peut-être que tu vas créer des connexions. Mais si, par exemple, tu achètes une formation qui est dédiée à créer un projet en e-commerce, à créer un projet Web3, à lancer ta collection NFT, investir, avoir de l'éducation financière, eh bien, c'est 1000 à 4000 balles que tu vas avoir fait. Sur un mois, tu vas peut-être les avoir déjà récupérées parce que tu vas avoir créé tes premières publicités, créer ta première boutique, développer ton premier smart contract, trouver ta première communauté. Des marques vont vouloir venir te contacter pour avoir 2000 € à te verser tous les mois et que toi, t'en fais le sponsoring. Et ça va créer comme ça de l'engouement qui va monter bien plus rapidement que quand tu vas sortir à la fin de ton diplôme des 2 ans. Finalement, tu auras fait plaisir peut-être à tes parents parce que tu as un diplôme. Et je ne remets pas en cause, les diplômes, c'est très bien. Ça fonctionne dans le système actuel. Mais je pense qu'on arrivera vers une économie de compétences plutôt que de validation. Donc avec un certificat et tout ça. Ou alors, les certificats seront émis directement par les organismes. Si moi, par exemple, je suis un organisme de formation, ce qui est le cas, je forme les gens sur le Web3. S'ils ont été capables, à la fin de notre formation, avec les autres domaines de compétences à côté, de répondre à des questionnaires, de répondre aux tests que je leur donne. Eh bien, non, même pas. Ils ont un challenge en fait de 3 jours sur lequel ils doivent générer de l'argent.
Ah, c'est énorme ça. Voilà. Et en Ah, fait, ça, c'est très bon ça. le principe, c'est que vu qu'on les forme sur l'email marketing, on les forme sur l'email marketing, la publicité, l'acquisition, le Web 3, la création de smart contracts et d'autres domaines, on prend ces compétences qu'on a fait en même temps, on les met dans un pool et après on fait une mixture. Super intéressant. Ouais, Vraiment voilà. super intéressant. Il y a 2 questions que je pose à tous nos invités avant de conclure nos entretiens. La première question, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Alors il y en a une qu'on avait vue ensemble, Ouais. il y a longtemps, je crois, c'était sur le sujet du décès. Oui. On en a vite fait parler pendant C'est le l'entretien. transfert de conscience. Le transfert de conscience et tout ça. Bah, développe un peu, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, il y a aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent sur ça. Même en termes de technologie en laboratoire, on a un procédé qui s'appelle CRISPR, CRISPR, qui permet de faire de la modification génétique. Okay, c'est-à-dire que, alors attention, là ça va taper un peu, mais c'est vraiment, on en parle comme ça ensemble. Aujourd'hui, tu es capable, par exemple, de prendre des cellules et d'aller les modifier. Et en fait, il y a des expériences qui ont été menées et qui ont révélé qu'en fait, on était capable de faire vivre un rat potentiellement 5 ans, mais son corps, lui, avait vécu 1 an. Le problème de ça, c'est que tu ne peux pas dire éthique, enfin, dans les journaux et tout ça, c'est de la balle. Tu vois, Ouais, mais c'est bon. parce que ça va poser des problèmes religieux, ça va poser des problèmes éthiques et ça va toucher aussi au côté eugéniste. Oui, mais c'est le changement de paradigme total de la civilisation. Si on passe de 80 ans de vie moyenne à 200 ans de vie moyenne. C'est ça. Et moi, un des plus gros, enfin, pas un des rêves que j'ai, mais que j'entretiens, c'est soit de connaître ça peut-être sur la décennie où je vais vivre, avec les autres personnes qui vont m'accompagner forcément, mais c'est de voir là où on va aller. C'est-à-dire que je lisais un livre de nos amis de chez Epsilon, je ne sais pas si tu connais, je pense. C'est média. anciennement le Ouais, média Science et Vie. Ouais, je vois très bien. Et ils avaient fait un rapport qui montrait en fait ce qui se passait après la mort en général. Alors c'est un sujet qui est un peu tabou, mais je pense qu'on peut en parler. Oui, bien sûr. Pas de tabou ici. Très bien. Et ce sujet-là, il était assez passionnant parce qu'ils ont relevé que dans le système qu'on a là-haut, qui à mon sens est une des technologies les plus perfectionnées au monde, de toute façon, eh bien, il y avait 2 ondes qui partaient du cerveau et qui envoyaient un message complet dans le corps qui disait reset. Terminé. Ouais, une sorte de bouton down et qui envoyait un énorme message dans tout le corps. Et ils avaient analysé plusieurs électroencéphalogrammes sur des personnes qui étaient atteintes de cancer ou qui étaient en phase terminale de maladie, tu vois. Et il relevait tout un tas de choses dans ce dossier. Il était absolument passionnant. Et il montrait du coup que la personne qui décédait avait une onde qui la parcourait de haut en bas pour lancer un énorme reset dans ton corps. Donc ça, c'était le premier point qui était intéressant. Ouais. Et le deuxième, c'est que ça procurait à ce moment-là au corps une deuxième onde. Et cette onde-là, c'était sensiblement la même que lorsque tu t'endors en sommeil profond. Ce qui signifie que pour eux, de ce qu'ils avaient remonté, même s'ils ne sont pas totalement d'accord sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui mènent à des réflexions, eh bien, le corps pouvait se mettre en une sorte d'état de stase. Et quand tu as en fait une expérience de mort imminente, eh bien, tu arrives à cet état. En fait, tu plonges, mais tu es là, tu es conscient. Et dans ce niveau de conscience, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le fait que tu étais là ou alors tu étais cliniquement mort. Tu vois. Et c'était un dossier qui était passionnant. Et je pense que dans les années à venir, on va, grâce à l'intelligence artificielle et du coup les technologies, arriver à une jonction entre les deux en singularité où, peu importe les types de technologies qui existent d'aujourd'hui, que ce soit les drones ou tout ce qu'on a vu ensemble, on va commencer de comprendre ce sur quoi c'est régi et on va se rendre compte qu'en fait, on a le début de la vie. Et au lieu de dire qu'on est mort, eh ben on va dire on a le début de la vie, on a la fin de la vie, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on a après. Et ça peut ouvrir des champs des possibles qui sont complètement inimaginables dans cette interview et je peux comprendre, mais ça peut aussi se dire, ok, soit c'est le néant complet, c'est fini et puis voilà, tu vois, soit il y a encore quelque chose, une sorte de sas. Après, c'est là où tu as les petits conflits religieux et tout ça qui vont certainement s'opposer, mais c'est des réflexions qui sont hyper intéressantes parce que c'est le genre de choses que tu te mets à penser quand tu es le soir allongé en train de regarder les étoiles au milieu de l'herbe, tu vois. Je comprends complètement. Super intéressant. Tu m'enverras le papier d'Epsilon, comme ça on pourra le mettre on mettra le lien en bio pour que vous puissiez checker ça. Et la dernière question,
Est-ce que tu as une citation, une punchline, une phrase choc de toi ou de quelqu'un d'autre qui représente un peu ta mentalité du moment ou ta philosophie de vie actuellement? Ouais, j'en ai une. J'en ai une parce que j'avais commencé d'écrire une série il y a longtemps, ça s'appelait Echo. Énorme. Ça a été proposé plusieurs fois à nos amis de chez Netflix qui ont gentiment poliment refusé. Donc bon. La phrase, c'était « Si c'est pas ici et maintenant, ce sera ailleurs et plus tard ». Et c'était une phrase que j'avais écrite parce que ça parlait justement de multiverse et de plusieurs choses qui sont au goût du jour. Mais j'avais commencé d'écrire dessus il y a un petit moment déjà. Et je pense que ça reflétait plutôt bien l'aspect de cette phrase. Oh, très cool. Voilà. Merci beaucoup, Major. C'était un plaisir. Let's begin.